Il n'aura fallu que quelques minutes pour que ce 25 avril 2013, 3 personnes perdent la vie sans raison, ici, à Istres, à l'endroit même où je me trouve. À l'origine de cette tuerie, un jeune homme, licencié en tir, est placé sous contrôle judiciaire pour port d'armes prohibé. 2 mois après le drame, de nombreuses zones d'ombre entourent encore le meurtrier présumé, considéré par ses proches comme un passionné des armes. Il aurait d'ailleurs acheté sur Internet l'arme de la tuerie. Alors bien sûr, de nombreuses questions restent en suspens. Pourquoi est-il si facile d'acheter des armes sur Internet et comment lutter contre ce fléau? C'est ce qu'une de nos équipes a voulu comprendre. Retour sur ce triple assassinat d'Istres. C'est une enquête signée Christophe Chassaigne, Alban Poitvin et Francis Di César. Ces ruines dominent la ville d'Istres et les étangs de Berre et de l'Olivier. Pendant des siècles, pour les habitants du secteur, la chapelle Saint-Étienne était synonyme de protection contre la peste et bien d'autres fléaux. Et pour la rejoindre depuis 1720, les processions empruntaient chaque année le même itinéraire. Mais le 25 avril 2013, l'homme qui arpente le chemin de Saint-Étienne n'a pas les mêmes intentions. Il sème la mort au hasard de ces rencontres. En quelques minutes, 3 personnes sont tuées, une autre est blessée. Pour les habitants de cette petite ville, paisible jusqu'alors, c'est un choc, un drame incompréhensible. C'est un endroit paradisiaque, on est sur le GR13, on a la vue sur l'étang, on est dans un quartier vraiment très tranquille. Et puis vous voyez, ça malheureusement, mais je crois qu'on a appris que c'était un jeune qui avait des antécédents psychiatriques et qui était déjà plusieurs fois interpellé pour des problèmes de port d'armes. C'est ce que j'ai cru comprendre, donc on peut s'étonner de rien, quoi. Rien ne permet de penser assez spontanément qu'il y avait une cible identifiée en un seul lieu. Puisqu'il y a, vous le savez, plusieurs victimes, pas à proximité immédiate. En ce début d'après-midi printanier, 2 hommes, voisins et amis, profitent du soleil pour nettoyer leur jardin. Serge Chorian et Patrice Martinez sont les premières victimes. 400 mètres plus loin, un automobiliste est également abattu. Le tueur est monté à bord du véhicule de Pierre Tanneux avant de l'exécuter. Puis il continue sa route, à pied et toujours armé, en direction de la plage voisine, un habituel lieu de rendez-vous pour les lycéens de la ville. Les témoins parlent d'un homme jeune, calme, apparemment déterminé, et qui aurait jeté quelque chose en direction de l'étang. Dès leur arrivée sur les lieux, les policiers se concentrent donc sur cet aplomb rocheux. Et après quelques heures de recherche, ils font une étonnante découverte. L'arme utilisée par le tueur n'est pas un modèle banal ni facile à se procurer. Pour en connaître le type, il faut attendre l'arrivée du ministre de l'Intérieur. Car ce drame bouleverse la nation entière jusqu'au sommet de l'État. La folie meurtrière s'est abattue sur cette ville que je connais. Elle a tué des innocents, 3 innocents. 2 étaient en train de travailler tranquillement devant leur maison. Un autre conduisait sa voiture. Ils ont été tous fauchés. Le ministre est aussi le premier à dévoiler des éléments dérangeants sur la personnalité du tueur présumé. Cet individu avait des antécédents judiciaires, sans doute à ce stade, mais je reste prudent, mineur. Une affection incontestable pour les armes, c'est vrai. Donc il faut comprendre là aussi encore
ce qui s'est passé, ses antécédents judiciaires, psychiatriques. Il me semble que ça ne soit pas le cas. Mais en tout cas, il faut remonter tous les éléments pour comprendre évidemment les faits. Quand dans une ville comme Istres, paisible, avec ce soleil de printemps aujourd'hui, des vies sont brisées, la responsabilité de l'État, la responsabilité de la République, c'est de faire en sorte que nous comprenions ce qui s'est passé. Comprendre et vérifier une piste avancée par le ministre lui-même et bientôt reprise par tous les médias. Le tueur présumé aurait simplement consulté Internet pour acheter une arme et pas n'importe laquelle. L'auteur a été fort heureusement interpellé. Il a tué parce qu'il était en possession, parce qu'il possédait une arme de haut calibre, Kalachnikov. Comme vous le savez, malheureusement, depuis déjà plusieurs années, malgré l'action qui est engagée, on peut se procurer sur Internet, c'est peut-être le cas ici, ou directement, on peut se procurer des armes de très haut calibre, à des prix, et je n'ose pas le dire, extrêmement faibles. Depuis l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, depuis la guerre des Balkans, les pays de l'Europe de l'Ouest sont inondés par ces armes. Et cela nécessite une action que je mène, mais de très longue haleine, pour faire face à cette prolifération d'armes meurtrières. Assis sur un banc, à quelques centaines de mètres de l'endroit où il a jeté son arme, le visage dans les mains, le tueur présumé n'oppose aucune résistance aux policiers municipaux qui l'arrêtent quelques minutes seulement après le drame. C'est un jeune homme de 19 ans, cheveux courts et tête baissée, dont l'allure maladroite se révèle pour la première fois lors de sa présentation au magistrat instructeur 48 heures après les faits. Mis en examen pour assassinat, il est bien éloigné d'un profil classique de tueur ou même de malade mental. Jeune adolescent, alors qu'il avait été victime d'infraction, il avait fait l'objet d'une mesure de protection et d'assistance éducative par un juge des enfants. Dans le cadre de ce suivi, il avait fait l'objet de contacts avec un psychiatre. Aucune pathologie n'avait été décelée, ni d'internement dans un établissement psychiatrique que ce soit, ni de traitement sur du long terme. Les examens médicaux qui ont été pratiqués au cours de sa garde à vue n'ont décelé aucune pathologie, ni fait état de la nécessité d'une hospitalisation. Le médecin psychiatre qui a été appelé à l'examiner sur notre demande a toutefois attiré l'attention sur la nécessité de procéder à une évaluation des troubles psychiques qu'il présente certainement, compte tenu de la nature et de la gravité des faits qu'on lui reproche. Toujours 48 heures après les faits, une marche blanche est organisée dans la ville. Malgré l'appui des centaines d'habitants y participent, partagés entre la douleur et la stupeur, car comme les victimes, le meurtrier est un de leurs voisins. Face à la haine, face à la folie de tous, de ces jeunes, 20 ans, il aurait pu être mon fils. Il y aura des centaines de gens malheureux. Ils brisent des vies. C'est l'horreur. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut continuer à s'aimer tous. Il n'y a que l'amour qui pourra nous sauver et nous aider. Une seule chose, que ça serve au moins d'exemple pour que ça ne se reproduise jamais plus. Jamais plus, ailleurs et ici, dans notre ville d'Istres. Un coin le plus calme. Et que les enfants aient croisé la mort, ça semble inimaginable. Derrière les familles de victimes, des centaines d'anonymes refont en silence l'itinéraire du meurtrier.
depuis le chemin de Saint-Étienne jusqu'aux rives de l'étang où il s'est arrêté. On est sous le choc, on est... Voilà, bon, il y a les familles, mais tout Istres, que ce soit Istréenne, Istréen, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, il y a... Voilà, on s'imagine que tout ça se passe ailleurs, mais Istres, enfin... On se dit, n'importe qui pouvait être là. Et pourquoi ? Pourquoi déjà il avait une arme ? Non, c'est grave, quoi. On se sent vraiment pas bien, parce que ça peut arriver à tout le monde. Et tout d'un coup, vous avez 3 familles dévastées. Quand la douleur se dissipe, vient le temps des questions. Qui est celui qui a commis l'irréparable ? D'où vient-il ? Tout simplement du cœur de cette ville, de la cité Méditerranée. 26 immeubles tout proches du collège et du conservatoire, tranquilles, même s'ils sont à loyer modéré. Le jeune homme porte un étrange patronyme, presque un pseudonyme, où la dureté du prénom s'oppose à la douceur du nom. Karl Rose. Je connaissais un peu les victimes, je connaissais surtout celui qui a tué depuis l'âge de 8 ans, puisqu'il prenait le bus avec ma fille, et c'est vrai qu'il était assez renfermé, on voyait qu'il était perturbé. Et après, quand j'ai aménagé, on a été voisins ici, et même quand je parlais avec le papa, il ne levait jamais les yeux, il était vachement renfermé, ce gamin. Un enfant renfermé dont les difficultés relationnelles sont repérées très tôt. Les altercations sont régulières dans les bus qui le conduisent à Port-de-Bouc, au lycée Jean Moulin de cette ville voisine d'Istres, où il obtient un bac professionnel en système électronique et numérique. Karl suit aussi quelques cours de boxe et de tir, mais rien ne semble lui réussir. Dès 2009, encore mineur, la police l'interpelle pour de petites escroqueries sur Internet, puis 2 fois pour détention illégale d'armes. Récidiviste, Karl est condamné en août 2012 à 5 mois de prison ferme et placé sous contrôle judiciaire en attendant de purger sa peine. Mais cette condamnation ne guérit pas son goût prononcé pour les armes. D'après lui, l'arme qu'il a utilisée comme ses munitions ou les éléments nécessaires à rendre opérante l'arme utilisée, puisqu'il s'était fait une spécialité, on le sait aujourd'hui, d'acquérir des armes démilitarisées, neutralisées, pour ensuite les remilitariser. Donc en reperçant éventuellement le canon qui a pu être obstrué, en changeant des culasses, des percuteurs. Donc tous ces éléments dont il avait besoin, il se les procurait par le biais d'Internet. Mais est-ce vraiment aussi simple de remettre en service une Kalachnikov démilitarisée ? Sur ce sujet, l'avis des spécialistes est plutôt partagé. La Kalachnikov, c'est une arme qui a été conçue pour nécessiter le moins d'entretien possible, pour être réparée le plus facilement possible, et donc pour être utilisée par n'importe qui et mise en service par n'importe qui de manière très très facile. Effectivement, sur Internet, des vidéos permettent de comprendre les subtilités du montage ou du maniement de cette arme de guerre. D'autres internautes américains sur cette vidéo expliquent comment fabriquer certaines pièces. Mais pour cette personnalité du milieu des armes, organisateur de salons spécialisés, remettre en service des armes démilitarisées relève plus du fantasme que de la réalité.
Une arme démilitarisée, c'est une arme à laquelle on a levé ses fonctions de tir, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus tirer. Alors je vais vous donner la norme française. La norme française, c'est 3 billets dans le canon qui sont forcés à la presse, un taraudage, un bouchon taraudé dans le canon, le percuteur qui est coupé, le trou de lumière du percuteur qui est soudé à la soudure auto-trempée et les lèvres de chargeur qui sont sectionnées. Certes, mais si l'arme achetée sur Internet a été démilitarisée à l'étranger. On ne peut pas se mettre là dans son garage à bricoler cette arme-là pour la faire fonctionner. C'est impossible. Il faut des machines très performantes telles que des tours, des machines numériques où on réapporterait du métal, on réapporterait des choses comme ça. Donc, très honnêtement, ce n'est pas le petit bricoleur qui va à Leroy Merlin, qui achète sa lime et sa perceuse, qui peut remettre en fonction une arme qui a été neutralisée. C'est quasiment impossible, si ce n'est dans les mains d'experts hautement outillés et hautement qualifiés. Alors, qui est donc Karl Rose? Un véritable spécialiste des armes, disposant de compétences relativement rares et d'un réseau d'approvisionnement international? Ou bien un post-adolescent, mal dans sa peau et souffrant de difficultés psychologiques depuis plusieurs années? Propriétaire d'une maison située à moins de 300 mètres du chemin de Saint-Étienne, sa mère privilégie la deuxième hypothèse. Karl ne vivait pas avec elle depuis plus de 6 ans, mais elle affirme l'avoir revu régulièrement ces derniers mois. Karl il me dit « Je suis mal, maman. J'ai trop souffert. Je me lève seule, je mange seule, je me couche seule. » En 2008 et 2009, il a été considéré comme un enfant en extrême souffrance et un profil suicidaire par un docteur désigné par le TGI d'Aix-en-Provence. Selon sa mère, l'enfant rieur s'est transformé en un jeune majeur dont les difficultés sociales et psychologiques s'aggravaient. La justice, depuis 5 ans, elle aurait dû le faire suivre psychologiquement. Pour moi, mon fils, il doit aller dans une maison pour se faire soigner. Moi, je pense qu'on soigne les gens physiquement, qu'il faut suivre les gens mentalement. Mais quelle est l'origine des difficultés psychologiques de Karl? Souffrait-il d'une pathologie connue? La gravité et peut-être la dangerosité de son état psychique peuvent-elles avoir été ignorées? Moi, je me suis plaint à l'assistante sociale de l'école de son collège à 14 ans que Karl faisait beaucoup trop de jeux vidéo, qu'il avait besoin d'un psychologue pour se détacher déjà de cela et pour être moins triste. Parce que de mois en mois, il a été descendu, Karl. Hein. Bon. On ne peut même pas dire qu'il n'était pas sociable, il n'était plus là. Tous les proches de Karl, ses voisins s'accordent sur un point. Il passait des heures, des journées quelquefois, enfermé seul dans son appartement du 2e étage. Et tous mettent en avant sa passion pour les jeux vidéo violents. Il sortait jamais de chez lui, il renfermait, il faisait des dépressions, il jouait à ces jeux. Ces jeux précisés? Call of Duty, GTA, c'est des jeux qu'on tue des gens dedans. Les jeux de guerre, on tue des gens, tout ça. Mais il s'est cru ça, il a dû se croire ça, lui. Il a pété un câble en fait. Ouais. La passion pour les jeux vidéo violents comme cause de désordre psychologique. La vie des jeunes du quartier est apparemment partagée par les responsables policiers.
Il est sur un registre où effectivement il joue habituellement depuis des années sur des sites qui lui permettent d'avoir de faire des parties de jeux de guerre en quelque sorte. Et c'est vrai qu'on peut avoir intuitivement l'impression qu'il est parti sur ce schéma-là, du moins au début. Et ensuite, après, quelle est la part de responsabilité, donc de prise en compte de la réalité? Je pense que ça fera partie effectivement du sujet qui sera largement débattu et qui devra faire l'objet de vérifications approfondies par les experts qui seront désignés par le juge d'instruction. C'est essentiel, évidemment. Ces jeux FPS ou First Person Shooter inquiètent les parents et les policiers depuis plusieurs années. Aux États-Unis, après des fusillades dans les lycées, des enquêtes très poussées ont été menées auprès de centaines de pratiquants. L'univers sanglant des jeux de tir en vue subjective, la violence omniprésente, les cris et les situations angoissantes peuvent-ils faire perdre aux adolescents le sens de la réalité? Peut-il exister une pratique des jeux vidéo addictive et dangereuse pour la santé mentale? À Aubagne, ces spécialistes de l'addiction reçoivent régulièrement des familles et des adolescents en situation de dérive. Alcool, drogue, jeux d'argent, les addictions qu'ils soignent ou qu'ils tentent de prévenir sont nombreuses. Mais pour eux, la pratique intensive des jeux vidéo n'est pas aussi dangereuse que les parents peuvent le penser. Donc on discute un peu avec les parents, on discute avec le jeune. L'addiction, c'est la perte de contrôle de sa consommation. C'est la définition en soi. C'est-à-dire qu'il est bien évident que s'il décide à un moment donné d'y rester 2 heures, 3 heures et qu'il va y passer la nuit, un problème peut se poser. Le problème, c'est pas si fréquent que ça, contrairement à ce qu'on peut l'imaginer. Je crois que c'est plus l'angoisse des parents, en fin de compte, qu'une véritable conduite addictive. Mais il peut y avoir, en effet, dans ce type de jeux qui sont très intéressants en plus à jouer, il peut y avoir, à un moment donné, la perte de certains repères qui peuvent causer des préjudices familiaux. Et au-delà de l'expérience clinique des spécialistes aubagnais, les études internationales renforcent ce sentiment. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites entre ces jeux de guerre et la violence urbaine. Il n'y a pas de relation particulière, a priori, de l'un avec l'autre. On n'a pas en consultation ce genre de problème. On a des jeunes qui ont tendance un petit peu à partir dans le virtuel, dans la mesure où ça les satisfait plus que la réalité, mais on a souvent à la base beaucoup de conflits familiaux, beaucoup de problèmes relationnels, beaucoup d'échanges entre parents et enfants qui ne se font pas. Voilà. Mais à défaut de le créer, la pratique intensive de ces jeux vidéo peut-elle révéler un problème psychologique sérieux? Certaines conduites addictives, en effet, ou certaines attitudes peuvent être révélatrices de quelque chose. On peut avoir chez un patient qui présente une psychose, par exemple, on peut avoir à un moment donné, il peut trouver refuge dans ce genre de monde virtuel, puisqu'il a beaucoup de mal à accepter le monde réel. Donc il est vrai que... Mais là, en fin de compte, c'est pas le jeu qui crée la psychose, c'est la psychose qui fait qu'on est attiré par le jeu, c'est complètement différent. Quant à ce jeune dont on a parlé, enfin donc ce meurtrier présumé, puisqu'il faut qu'il soit jugé, bon, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à se procurer une arme de guerre sur Internet. Je suis quand même un peu surpris que ça puisse exister, ce genre de choses. Donc je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a d'autres compétences, là. À Istres, quelques semaines après le drame, la vie semble avoir repris ses droits. Pourtant, de la vie générale, l'air n'est plus aussi léger qu'avant. Le printemps 2013 restera noir à tout jamais. Les victimes, les circonstances dramatiques et surtout incompréhensibles de leur mort sont dans toutes les mémoires. Les Istréens les évoquent dans leurs conversations privées, mais plus difficilement en présence d'étrangers à la ville ou de journalistes. Richard est l'un des rares à accepter de nous parler. Peut-être parce que dans son commerce, il rencontre beaucoup de jeunes et ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour eux.
C'est un drame de la précarité, de la pauvreté et de l'isolement de la jeunesse à qui on se refuse à donner une chance. Moi, je vous le dis tel quel. Et il n'est pas le seul. C'est malheureux que ce gars ait pété les plombs, qu'il ait fait des victimes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont maintenant en dehors de la société. Et j'ai trouvé ça déplacé de dire que c'était à cause de jeux vidéo qu'un jeune comme ça pouvait avoir tué 3 personnes. Moi, je pense qu'on se moque du monde, c'est une façon d'écarter quel est le véritable problème pour la jeunesse. Ce n'est pas des mots, il y a 25 à 30% de jeunes qui fichent rien, qui n'ont pas de boulot. Il faut arrêter. Les gens sont réduits à l'état d'objet, on les déplace plus ou moins. Donc, moi, quand quelqu'un se considère comme un objet inutile, il peut se vouloir, par réaction, avoir de la haine contre la société dans laquelle il vit. Mais est-ce possible de donner un sens à ce tragique événement ? Les Istréens disent maintenant attendre les réponses de la justice et des experts sur la personnalité du meurtrier présumé. Pour le triple assassinat, Karl Rose encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Voilà, Enquête de région, c'est terminé. Pas d'émission cet été. Je vous donne rendez-vous dès le mois de septembre prochain. En attendant, merci encore de votre fidélité et excellente fin de soirée à toutes et à tous sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur.